Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, je vais parler de 5 livres. Et voici ces 5 livres que je vous montre ici. Ces 5 livres sont très différents les uns des autres et en même temps, tous, du moins dans ce que j'en ai lu pour l'instant, nous ramènent à des questions fondamentales de notre vie et c'est de cela dont on va parler, c'est de cela qu'il est question toujours dans la lecture. Il est question dans ces livres-là de l'amour, de la mort, de la terre, de ce qui fait que nous avons plaisir à vivre et que nous en avons peur aussi. Bref, des questions fondamentales que ces livres abordent de manière très variée et que je vais donc un tout petit peu parcourir ici avec l'arbitraire de ma lecture du moment, du lien entre ces livres qui n'est dû qu'au fait que je les ai lus ou les lis actuellement. Et donc, on va parler de ces questions fondamentales à travers ces livres. On va commencer, non pas par l'amour, on y reviendra, mais par la mort. Même si, évidemment, entre l'amour et la mort, il y a toujours des liens. Et on les verra tout à l'heure. Mais commençons par le livre que j'ai terminé cette semaine. Les autres, je les ai ou à peine commencés ou poursuivis. Il s'agit donc d'Antoine Volodine, Bardo or not Bardo. Le Bardo, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu qui, selon les bouddhistes tibétains, selon le Bardo Thodol, le livre des morts tibétains, est un passage entre la vie et la vie suivante, la mort, ou la renaissance. C'est une mort provisoire qui n'est peut-être pas toujours vécue comme étant une mort. Et ce livre d'Antoine Volodine, qui est un roman, du moins c'est ce qui est écrit ici, on a parfois l'impression qu'il s'agit d'une sorte d'histoire qui se répondent, elles sont toutes liées à ce bardo, mais jamais avec vraiment les mêmes personnages, même s'il y a des noms qui reviennent. Et on est un peu perdu, comme ces personnages sont perdus dans ce lieu entre deux, entre vie et mort, où il fait nuit en permanence. Et je fais cette vidéo le jour du solstice d'hiver, donc le jour le plus nocturne de l'année. Donc il y a peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'une sorte de mort et de renaissance entre le jour et la nuit. Et puis on suit ces personnages qui sont jamais tout à fait les mêmes, mais qui se ressemblent, qui sont parfois dans le bardo, ou qui parfois sont en dehors, mais essayent de parler aux morts. Tout ceci est aussi dans une espèce de monde moderne et archaïsant à la fois. On se parle comme si on entendait des bruits de radio qui déformaient les mots avec des messages étranges, un peu surréalistes, ou des cadavres exquis par exemple, des choses comme ça que les gens dans le bardo entendent. Et certains voudraient rester dans ce lieu qui pourtant est un lieu qui n'existe pas vraiment. Et puis d'autres vont courir vers une autre vie, parfois une vie pire que la précédente. Et il y a les vivants qui essayent de parler aux morts, mais évidemment les morts ne leur répondent pas, donc on ne sait pas trop quoi faire. Et tout ceci nous emmène dans un monde très 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 étrange. Par exemple, au bar du Bardo, c'est le dernier chapitre, où on est dans un zooparc. Et voici ce qui se passe au début de ce chapitre. La nuit, quand les voitures filent sur le boulevard, leur souffle ébranle les vitres du bar. Pendant la journée, comme les conversations et les allées et venues emplissent la salle d'une rumeur permanente, on ne remarque pas les tintements de ce verre qui tremble sur son support. Mais la nuit, si. Tout est beaucoup plus calme dès le coucher du soleil.
Les consommateurs disparaissent, la circulation se raréfie, un véhicule lourd passe en grondant, les glaces vibrent, puis le silence nocturne se rétablit. C'est un quartier désert. On se trouve à une sortie peu fréquentée de la ville, loin des immeubles résidentiels, juste à côté du zoo au parc. C'est propre, il y a des arbres, de longues grilles noires, des grognements de fauves, mais c'est désert. Dans les environs, si l'on accepte le débit de boissons, le seul bâtiment habité est un local bouddhiste, ou plutôt, non, décidément, bouddhiste et pas bouddhiste, ou plutôt lamaïste, si on tient aux nuances qu'apportent les dénominations inutiles attenant au bar. Un ancien garage transformé en temple. Récemment transformé en temple par une association semi-dissidente de bonnets rouges. Ces nouvelles activités religieuses n'ont pas attiré plus de noctambules devant le comptoir. De temps en temps, un dévot entre, aspire avec une paille un lait fermenté et s'en va. À cela se réduit l'accroissement de la clientèle. Pour résumer, on ne voit guère de monde ici aux heures sombres, quand les portes du zoo-parc sont fermées. Voilà une ambiance parmi d'autres de cette histoire-là. Et il y a dans ce lieu un clown. Tout ça est très bizarre. C'est un zoo, mais il y a aussi des personnages dont on ne sait pas trop s'ils sont humains ou animaux, ou qu'on confond, que les gens ont enfermés dans le parc parce qu'on les confond avec des animaux. Il y a un clown qui a perdu son partenaire, qui est mort, et qui essaye de lui parler parce qu'il est dans le bardeau. Et puis, il y a d'autres passages où on est avec, peut-être, celui qui est mort, ou un autre, qui essaye de traverser ce lieu, qui entend des voix, qui ne veut pas être transformé en araignée, par exemple. Et puis aussi des sortes de pièces de théâtre jouées dans les forêts, très loin, où on invoque les gens dans le bardeau, où on ne sait plus où on est, qui parle, qui sont les personnages. Bref, on vit en lisant ce livre comme si on était dans un lieu qui ne nous est pas familier, non seulement ce bar étrange du bardeau, mais aussi ce temps d'après la mort, mais d'avant quoi et de pendant quoi, on ne sait pas. Et donc évidemment, on se met à gamberger, à réfléchir à ces questions-là, qui sont vertigineuses. Donc voilà, il est question de mort chez Antoine Volodine. Est-il question d'amour? Parfois. D'amitié, en tout cas, entre deux clowns, par exemple, ou d'histoires de gens qui se rencontrent, mais les rencontres dans un lieu qui n'en est pas un ne se font pas tout à fait. Rencontres qui ne se font pas tout à fait. On va faire une transition assez brutale avec quelque chose qui n'a pas grand-chose à voir, mais parmi les lectures que je poursuis cette semaine, j'en ai déjà parlé la semaine passée, il y a Les Amours de Ronsard. Les Amours de Ronsard, c'est donc la vie amoureuse d'un homme qui a été transformé en poésie. Cet homme, Ronsard, un prêtre, du moins semble-t-il, enfin, c'est assez bizarre, c'est quelque chose d'ailleurs que, alors que Ronsard, on en parle tout le temps, enfin, c'est un grand classique de la poésie, et je n'avais pas tilté auparavant que c'était un prêtre. Or, parce qu'il nous parle d'amour en permanence, de ses désirs, des femmes qu'il va successivement aimer, mais ne devrait-il pas s'abstenir ? Voilà qui est bizarre. La religion n'est pas vraiment présente dans ces poèmes-là. Sinon, les dieux grecs, les dieux anciens. Et ce qui est intéressant à lire en continu, Les Amours de Ronsard, plutôt que d'aller piquer un poème par-ci par-là. Et généralement, on en retient deux ou trois. Je me suis rendu compte que la fameuse Ode à Cassandre, par exemple,
mignonne, allons voir si la rose, etc. Ça n'était pas dans les amours, ça n'y était plus précisément. Je crois qu'il l'a supprimé pour la mettre dans un volume où il n'y a que des odes. Et puis, par contre, j'ai retrouvé dans ce que j'ai lu pour l'instant, je crois qu'un seul poème que je connaissais vraiment, le fameux poème autour de la mort de Marie, que je vais revoir une fois, si je le trouve. La rose à nouveau, évidemment, toujours cette image de la rose, comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs, au point du jour l'arrose. La grâce est trop... Je n'ai pas respecté la rime rose et rose, parce que je fais la différence dans ma prononciation habituelle, qu'il ne sait pas Ronsard. La grâce dans sa feuille et l'amour se repose en baumant les jardins et les arbres d'odeur, etc. Voilà ce que je connaissais de Ronsard. Presque que ça. Et puis il y a l'histoire de la vieille au soir, mais ça, j'y suis pas encore. Ça, c'est les amours d'Hélène, parce que ce qu'on suit, c'est le destin de ces femmes dont on ne sait que ce que veut bien en dire Ronsard. Et on n'en dit pas grand-chose. Il y a Cassandre, les amours de Cassandre, qui n'aboutissent jamais. Et puis les amours de Marie, avec un passage assez étrange où, dans les amours de Cassandre, on a l'amoureux transi, l'image très traditionnelle de l'amoureux qui se donne corps et âme à son amante, à sa maîtresse, qui n'en est pas tout à fait une, qui le rejette, c'est la Laure de Pétrarque. Et puis, à un moment donné, dans les amours de Marie, en gros, il est en train de nous dire, bon, avec Cassandre, ça n'a pas marché, allez, je passe à la suivante. Et ça a l'air de se faire de manière assez sereine. Et finalement, il passe d'un amour à l'autre sans trop de soucis. Celui qui gît sous cette tombe-ci est ma première une belle Cassandre, et ma seconde une Marie aussi. Tant en amour il fut facile à prendre. De la première il eut le cœur transi, de la seconde il eut le cœur en cendre. Rocher pour lui, non cœur plein de merci. Il eut le cœur en cendre pour Marie parce qu'elle meurt, et il y a tous ces poèmes sur la mort de Marie. Cassandre ne meurt pas, elle se marie. Sur la mort de Marie, et puis ensuite, évidemment, la tonalité devient plus sombre. Il y a un moment, semble-t-il, heureux dans les amours de Marie, au début, puis la mort de Marie. Et puis donc on suit en filigrane ces histoires-là. On passe d'ailleurs après aux vers de Rimédon et de Caliré, et puis aux madrigaux, ou madrigal avec un S, tiens, madrigal pour Astrée. Donc on passe par la mythologie, donc ce ne sont plus des femmes réelles. Et évidemment, cela se terminera avec les sonnets pour Hélène. Mais ça, je n'y ai pas encore touché, donc je vais rester dans ces amours-là qu'on suit sans trop savoir qui sont ces femmes. Et pourtant, on a un point de vue d'homme sur les femmes, ok. Et pourtant, lisant ceci, le lecteur, il est un peu à la place de ces femmes-là. À la place de Cassandre, à la place de Marie. Et il voit avec peut-être pas mal d'émotions ou de surprises, ou peut-être d'ennui parfois, cet homme qui passe sa vie à écrire des poèmes. Et se mettre à la place de la femme à qui on écrit,
on le fait aussi en lisant la correspondance de Gérard de Nerval. C'est le 3e livre dont je vais parler aujourd'hui. J'ai lu quelques lettres de la correspondance de Nerval, la première partie de ses correspondances dans la Pléiade Nerval que j'ai ici, avant la correspondance qui sera la correspondance générale où il s'adresse à plein de gens. Eh bien, ce sont les lettres à Jenny Colomb, la femme qu'il a le plus aimée, et qui est une actrice. Là encore, ce qui est assez surprenant, on a les lettres à Jenny Colomb, on n'a pas, du moins ici, les réponses. On n'a pas son point de vue à elle. Parfois, il évoque des lettres qu'elle lui écrit, on ne les lit pas dans ce volume-là. Ça m'a toujours surpris, ces volumes de correspondance où on n'a que la correspondance d'une personne. J'avais lu récemment la correspondance de Flaubert, j'en parlais, avec plein de lettres écrites à plein de gens intéressants, du moins qui ont l'air d'être intéressants, les lettres à George Sand, les lettres à Tourguenieff, etc. Et pourtant, à aucun moment on a leurs réponses, qui sont pourtant existantes. Et on a donc, là encore, un homme qui écrit à une femme, non plus sous forme de poème comme l'écrit Ronsard. On ne sait d'ailleurs pas forcément dans quelle mesure ces poèmes ont été véritablement donnés directement à Cassandre, à Marie, ou s'ils n'ont pas été faits pour être publiés et lus de manière plus globale par plus de gens, parce que Ronsard était poète officiel, si vous voulez, c'était quelqu'un qui diffusait ses poèmes amoureux à la cantonade, et donc le caractère privé est peut-être assez peu présent, et donc c'est peut-être différent de ces lettres à Jenny Colomb de Gérard de Nerval, qui là aussi nous mettent à la fois dans une situation étrange. On se met à la place de celle à qui il écrit, même si évidemment c'est difficile pour moi de m'identifier à cette personne-là. Et on est aussi dans ces discours amoureux d'hommes qui s'adressent à des femmes, qui s'en plaignent souvent de ces femmes, alors qu'il est sans doute beaucoup plus juste pour les femmes de se plaindre des hommes. Et il y a quelque chose qui est presque, j'allais dire, gênant ou troublant, ou qui montre aussi le silence, ou la silenciation des femmes. On a toujours des hommes qui parlent, qui écrivent des poèmes, qui écrivent des lettres. Évidemment, je pourrais et je devrais lire des lettres, des poèmes de femmes. Je l'ai fait. J'ai lu Louise Labbé, par exemple. Mais c'est vrai que là, d'ailleurs, les 5 livres sont tous écrits par des hommes, malgré le prénom du dernier dont je parlerai, ou de l'avant-dernier, on verra bien. Mais lisons quand même une lettre de Nerval à Jenny Colomb, la lettre 9. Ah, ma pauvre amie, je ne sais quel rêve vous avez fait, mais moi, je sors d'une nuit terrible. Je suis malheureux par ma faute, peut-être, et non par la vôtre, mais je le suis. Oh, peut-être vous avez eu déjà quelques bonnes intentions pour moi, mais je les ai laissées perdre sans doute, et je me suis exposé à votre colère un jour. Grand Dieu, excusez mon désordre, pardonnez-moi les combats de mon âme. Oui, c'est vrai, j'ai voulu vous le cacher en vain, je vous désire autant que je vous aime. Mais je mourrais plutôt que d'exciter encore une fois votre mécontentement. Oh, pardonnez, je ne suis pas un Ulysse, moi. Depuis 3 mois, je vous suis fidèle, je le jure devant Dieu. Voulez-vous un cadeau? Si vous tenez un peu à moi, voulez-vous m'abandonner encore à ces vaines ardeurs qui me tuent, puisque je vous avoue tout cela pour que vous y pensiez plus tard, car je vous l'ai dit, quelque espoir que vous ayez bien voulu me donner, ce n'est pas à un jour fixé que je voudrais vous obtenir,
mais arranger les choses pour le mieux. Ah, je le sais, les femmes aiment qu'on les force un peu, et elles ne veulent point paraître céder sous contrainte. Voilà des clichés masculins qui sont aujourd'hui quand même un peu problématiques. Les femmes aiment qu'on les force un peu. Justement, aujourd'hui, seulement quelques siècles après ces lettres-là, on commence à se dire que c'est peut-être faux, que c'est le contraire. Les hommes aiment forcer les femmes, et évidemment, c'est tout à fait fâcheux. Voilà un peu le ton de ces lettres à Jenny Colomb. Il lui met quand même une sacrée pression. Alors évidemment, on est dans l'épanchement romantique, dans la souffrance de Nerval qui semble tout à fait sincère et qui nous parle quand même, parce qu'on a peut-être vécu parfois les mêmes tourments, pas forcément de la même façon. Continuons notre parcours de lecture. Les 2 derniers livres dont je vais parler, je ne vais pas en parler longtemps parce que je les ai à peine commencés tous les 2, donc ils occuperont la suite des journaux de lecture qui viendront bientôt, en compagnie de Nerval et de Ronsard, en tout cas. Alors, il y a le sel de tous les oublis de Yasmina Khadra, et je vous disais tout à l'heure que je ne lisais en ce moment que des livres d'hommes. Pourtant, Yasmina, ça sonne féminin, mais c'est bel et bien un homme qui écrit une histoire alors qui se passe, si je ne me trompe pas, en Algérie, et qui commence par une femme qui jette à la porte un homme, son mari. Ça commence de manière assez violente. Et justement, ce rapport des hommes et des femmes, ce rapport déséquilibré entre eux, avec tous les problèmes qui sont au cœur de l'actualité aujourd'hui, eh bien, sont là aussi. Voilà comment ça commence. Voilà toute l'histoire. Là, il y a un tiret, donc c'est elle qui parle, puisqu'ensuite on nous dit « elle se tue », comme un vent qui s'arrête subitement de souffler dans les arbres. Mais Adem Naït Gassem continuait d'entendre la voix de sa femme qui cognait sourdement à ses tempes, tel un pendule contre un rempart. Pourtant, tout venait de s'évanouir autour d'eux. Le jappement des chiens, la brise empêtrée dans les plis du rideau, le crissement d'une charrette en train de s'éloigner, puis le silence. Le terrible silence qui s'abat lorsque l'on réalise l'ampleur des dégâts. Pendant longtemps, Adem demeura assommé, le souffle coupé, le cœur dans une tenaille. Il avait écouté Dalal du début à la fin, sans l'interrompre une seule fois. Qu'en avait-il retenu ? Quelques bribes qui déflagraient en lui, lointaines et confuses. 2 ou 3 mots insoutenables que son esprit rejetait comme des corps étrangers. Il se prit la tête à 2 mains, ne sachant quoi faire d'autre. C'était sans doute le déballage auquel il s'attendait le moins. Comment croire à un aveu qui l'excluait et le concernait à la fois? Les larmes ruisselaient sur les joues de la femme, s'égouttaient de son menton, suintaient en taches grisâtres sur son corsage. Dalal ne les essuya pas. Elle était déjà ailleurs, les yeux rivés à la valise en carton qui confirmait le désastre. « Que me sors-tu là, Dalal ? » ?»« Je suis désolé. » D'un coup, Adem constata qu'il n'y avait plus rien à sauver. Son bras s'emporta lui-même et sa main s'abattit si fort que Dalal manqua de tomber à la renverse. Voilà ce qu'il peut se passer aussi dans les amours, mais des amours qui deviennent violents. La séparation et la violence physique de l'homme sur la femme sont ici, dès le début du livre,
au cœur de cette histoire-là. Alors je ne vais pas en dire grand-chose de plus. Le personnage ensuite, tout est raconté du point de vue de l'homme ici, encore une fois. Et cet homme va se retrouver seul. Alors il se retrouve ensuite, j'en suis à la page 30, donc il se retrouve dans un bar à boire plus que de raison. Et il va rencontrer divers personnages. Alors je vais suivre le parcours de cet homme après cette rupture. Voilà ce qui m'attend dans mes lectures prochaines. Et puis pour terminer, un livre qui n'a pas grand-chose à voir avec tout ce dont j'ai parlé, il s'agit de Biocarburant, la fausse solution de Fabrice Nicolino. Là aussi, j'ai pas lu grand-chose. C'est un livre qui date déjà un peu, et sur des questions comme celle-ci, évidemment, le temps fait son œuvre, mais pourtant, j'aime assez... J'avais déjà lu des choses de lui, de Fabrice Nicolino, une certaine radicalité dans le propos écologique chez lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui déplore de manière permanente le déni du réchauffement climatique notamment, et ici la solution des biocarburants qui en fait empire la situation, en montrant que ce n'est pas par la poursuite du monde actuel, notamment des voitures partout, que l'on va régler les problèmes graves de notre planète, les problèmes liés notamment à la question agricole, c'est-à-dire que le problème principal, alors je détaillerai ça aussi un peu plus tard, parce que là, j'ai là aussi très peu lu encore, mais en gros, le problème principal, si on fait du biocarburant, ça demande énormément de terre, des terres qui ne sont pas utilisées dans ce cas-là pour nourrir la population. Et donc là, on est face à un gros problème. Alors, je ne vais pas développer plus, ça se fera plus tard, puisque la semaine prochaine, 4 des 5 livres sont encore en cours de lecture, donc j'en reparlerai. Si j'avance dedans, parfois il y en a qui passent à la trappe un petit moment, puis reviennent un peu plus tard, mais il est quand même très probable qu'il sera question de ces 4 auteurs-là. Et puis Antoine Volodine, je crois que j'en ai 2 ou 3 autres qui traînent dans un coin, il reviendra peut-être sous d'autres identités, en traversant le bardeau. Mais pour l'instant, je vous dis au revoir et à la semaine.